Mesdames, Messieurs, chers collègues, le quorum étant largement atteint, je vous propose de démarrer cette séance de notre conseil municipal. Je vais vous donner lecture des pouvoirs qui me sont parvenus. Christine Zattarin donne pouvoir à Lydie Baggio. Madame Wolf donne pouvoir à Monsieur Thiebaut. Ce sont les seuls pouvoirs qui me sont remis. Alors, j'aurai quelques points, non pas à ajouter à l'ordre du jour, mais ce sont des points d'information que je souhaite évidemment mettre à votre disposition. Je les traiterai en fin de séance. Mesdames, Messieurs, je vous propose de démarrer sans plus attendre. D'abord sur la nomination d'un ou d'une secrétaire de séance. Rosa ? Non, c'était déjà. Ah, c'était toi la dernière fois, Lorella. Toi, tu n'avais pas été ? Les deux, ils étaient en dernier, donc c'est à Lorella. Alors, c'est Lorella. Allez, on tourne. OK. Bien, sur le compte-rendu de la dernière séance, y a-t-il des remarques ? Pas de remarques sur le compte-rendu de la dernière séance ? Je n'en ai pas. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je n'en vois pas. Unanimité, je vous remercie. Lydie, tu voulais... Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, avant même une nouvelle réunion du conseil municipal ne commence, il nous a semblé important, mes collègues, amis du groupe Les Élus Socialistes pour le Progrès, et moi, de prendre la parole pour dire notre colère, notre écœurement et notre profonde stupéfaction devant certaines scènes auxquelles nous avons eu plaisir d'assister au cours de notre dernière réunion. Je passerai vite sur l'utilisation ahurissante de la détresse des salariés d'Etcha pour se faire mousser aux yeux de la presse au moyen d'une proposition tellement irréaliste et dangereuse, particulièrement dangereuse même, et à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle sous-entendait que le personnel de la commune serait incapable de se montrer solidaire et aurait besoin d'un maître pour lui dire quand et comment exprimer sa générosité. Eh bien moi, qui connais ce personnel depuis longtemps, je peux dire qu'il n'a pas attendu l'entrée d'une certaine opposition et de ses propositions populistes au conseil municipal de notre ville pour se montrer généreux. Ensuite, parce que cela laisse planer le vague sentiment, insidieux bien sûr, comme à chaque fois, que la subvention au comité des œuvres sociales de la ville serait une sorte de cadeau sans contrepartie réelle, sans oublier que le COS est l'équivalent d'un comité d'entreprise obligatoire dans le privé. Oublier qu'il rayonne sur 105 agents municipaux et oublier enfin, mais ce n'est un oubli et une preuve supplémentaire d'incompétence, que le comité ne peut véritablement décider d'action en direction du personnel qu'à hauteur de la moitié de la somme, soit environ 17 000 €, le reste étant déjà été affecté. Enfin, parce que l'idée même que des ouvriers qualifiés ayant une ancienneté dans une entreprise puissent, du jour au lendemain, se voir proposer des emplois aidés, parce que leur société ferme et insultante pour ceux et pour l'ensemble des travailleurs. C'est même une remise en cause des droits les plus élémentaires de tout salarié. Qu'il y a de méconnaissance et de mépris pour tout le monde ouvrier et que pour notre part nous défendons et qui nous est si cher. La deuxième attitude que nous voulons dénoncer va dans le même sens, car nous avons eu droit à tout ce qu'il y a de pire au cours de ce dernier conseil municipal. Haussement de ton, cris rendant inaudibles les échanges, manque de respect à votre égard, monsieur le maire, et insultes. Quel pitoyable jeu d'acteurs que celui qui nous est donné par quelqu'un qui, incapable d'exister par la pertinence de ses idées et la clairvoyance de ses propos, a choisi d'attirer l'attention de la pire des manières. Je veux à cet égard, et si vous le permettez, monsieur le maire, remercier nos amis de la presse de ne pas s'être fait berner par un numéro qui, selon toute vraisemblance, leur était destiné. Enfin, c'est un appel solennel que je veux lancer. Que certains puissent manquer de référence ne devrait pas nous surprendre
au regard des manigances et mensonges observés, entre autres attitudes méprisables pendant la campagne. Mais nous sommes désormais réunis en assemblée représentants du peuple, incarnant la fonction exécutive au niveau municipal. C'est éminemment important. Il convient donc que chacun comprenne que lorsqu'on est investi de la qualité d'élu et que par conséquent on représente des personnes qui nous ont donné leur confiance au moyen de vote, on se doit de le respecter, tout comme on doit respecter la République et ses règles et ses attributs. Oui, le débat a sa place ici. Et il peut même être dur dès lors qu'il contribue à des échanges d'idées. Oui, les opinions, dès lors qu'elles restent démocratiques, doivent s'exprimer librement dans notre Conseil, mais qu'on nous épargne le triste spectacle d'une opposition sans argument qui manipule à dessein l'insulte et l'irrespect. Je rappelle que nos séances sont filmées et retransmises sur Internet. Elles contribuent, à travers l'attitude des élus joviciens, à alimenter l'image de la ville, une image que des élus des précédentes équipes municipales, des agents de la ville, des bénévoles associatifs et des milieux socio-économiques ont toujours fait pour entretenir. Il nous revient dès lors de veiller au message que nous adressons à celles et à ceux qui nous suivent parce qu'ils s'intéressent à leur ville et de conserver en toutes circonstances la dignité qui sied à nos attributions, qui devraient d'une manière générale être toujours de mise dans leur rapport humain, mais que certains oublient parce que c'est ainsi qu'ils imaginent l'opposition. Je vous remercie de votre attention. Non, je vous en prie. Non. On va éviter toute manifestation dans le cadre de notre conseil municipal. Bien, je vous propose, sans plus attendre, de rentrer dans l'ordre du jour, même si je veux remercier le groupe socialiste et de progrès pour les propos qui viennent d'être tenus. Sur les finances, Lionel. Rapidement, le premier point, c'est une décision modificative qui nous permet de couvrir le financement des subventions aux récupérateurs d'eau. Bon. J'imagine qu'il n'y a pas d'obstacle sur cette question. Je mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité. Le point suivant, c'est le budget du cinéma Casino. Décision modificative. Anne-Hélène peut sûrement nous donner des explications techniques, mais il y a rien de bien important. Donc vous aviez voté au moment du budget primitif une dépense dans la catégorie des dépenses imprévues de 27 000 sur le budget du cinéma Casino. La préfecture nous a indiqué qu'il ne fallait pas que les dépenses imprévues soient supérieures à 7,5%, enfin soit pas au-delà de 7,5% des dépenses réelles. Donc nous vous proposons de réduire, d'annuler complètement cette ligne de dépenses imprévues et de l'inscrire sur du matériel divers, l'opération étant neutre. Tu continues, Lionel, là-dessus. J'imagine qu'il n'y a pas non plus de souci, oui. Je ne participe ni au débat ni au vote. C'est clair. C'est enregistré. Pas d'opposition, pas d'abstention. Jean-Jacques, peut-être pour le point suivant. Alors le point 1.3, c'est simplement la prolongation d'une mesure mise en place de la précédente mandature. Cette mesure qui visait à aider les joviciens qui souhaitaient, au travers d'un cadre conventionnel, acquérir un récupérateur d'eau pluviale, pouvait trouver au travers de la municipalité une aide à hauteur de 30% du prix d'achat à concurrence de 30 €, ceci servant de levier à une aide concomitante du syndicat Rhône-Aval, le tout à hauteur de, me semble-t-il, 60 € pour l'achat. À savoir que cette mesure-là est mise sous le coude et que nous avons déjà quelques demandes qui nous ont sollicité et qui attendent que la décision du conseil municipal pour pouvoir accéder à cette demande. Merci. Voilà, il s'agit donc de poursuivre un dispositif qui a connu un certain écho. Et il s'agit évidemment de ne pas rester sans réponse aux sollicitations qui viennent de nous parvenir. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Prise en charge de dépenses. Pardon.
Merci. 1.4, donc prise en charge de dépenses, 193,50 € pour Crescendo dans le cadre du spectacle Fête de la Grenouille et des Crevisses, et 536 € pour l'Union nationale des parachutistes dans le même cadre. Des remarques? Je n'en vois pas. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Nous continuons sur le personnel. Quelques éléments de constitution d'organismes paritaires. Donc le comité technique paritaire est jusqu'à présent paritaire comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'il est composé à part égale d'élus et de représentants des agents. Or, la réglementation va changer en décembre. Cette parité ne sera plus obligatoire. Le collège des représentants des élus n'aura pas obligatoirement voix délibérative et la durée du mandat est écourtée. Avant, elle était égale au mandat de maire. Aujourd'hui, ça ne sera que de 4 ans. Donc, cette nouvelle règle entrera en vigueur en décembre 2014, mais il faut déjà prendre un certain nombre de décisions, notamment de fixer le nombre de représentants dans le collège des élus. Il vous est proposé de le fixer à 3. De fixer à 5 le nombre des représentants dans le collège du personnel et de donner voix délibérative, donc ce qui est une option, mais de donner voix délibérative au collège des représentants des élus. C'est un choix délibéré de faire que le nombre d'élus soit inférieur au nombre de représentants du personnel. Je pense que cela facilitera évidemment les échanges nécessaires que nous devons avoir avec notre personnel. Y a-t-il des remarques? Je mets aux voix. Opposition, abstention, unanimité. Merci. On continue. Ce comité technique, donc il ne s'appellera plus paritaire, peut être commun avec le CCAS. Donc nous vous proposons de valider cette possibilité. Même registre, même sanction. J'imagine, même vote, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, pour les communes qui disposent de plus de 50 agents, ce qui est le cas de Jeuf, il est obligatoire de créer un CHSCT, c'est-à-dire un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces missions sont notamment de contribuer à la protection de la santé physique et morale et mentale, et de la sécurité des agents, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Comme pour le comité technique, il faut délibérer dès aujourd'hui pour notamment fixer le nombre de représentants dans chacun des 2 collèges. Il vous est proposé de fixer à 3 le nombre de représentants dans le collège des élus, donc la même représentation que pour le comité technique, à 5 le nombre de représentants dans le collège du personnel, idem, et également de donner voix délibérative au collège des représentants des élus. Application de la même règle pour le CHSCT. Donc j'imagine, même vote, unanimité. Je vous en remercie. Et enfin, la création de ce CHSCT commun avec le personnel du CCAS. Pas d'opposition, pas d'abstention. La modification du tableau des emplois permanents. Alors, il est question d'attribuer à une ATSEM, hein, ce sont les assistantes maternelles dans les écoles, un nombre d'heures supérieur à celui dont elle disposait jusqu'à présent. Elle avait 29 heures. Il faut donc créer un poste à 32h30. Le poste à 29 heures sera supprimé une fois que le comité technique paritaire qui est chargé de ces questions-là aura donné son avis. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Le point 3, sur l'urbanisme. Tout d'abord, ça me permet, j'attendais ce point pour vous dire quelques mots à ce sujet. Notre ami Lucien Vigo est confronté à un problème de santé qui nécessite un repos total pendant plusieurs semaines. Je l'ai eu juste avant l'ouverture de cette séance de notre conseil municipal. Il m'a dit de transmettre à tous les amis, évidemment, ses meilleurs sentiments et ses remerciements pour les marques, évidemment, d'affection qui lui ont été adressées. Il y est très sensible. Je lui ai dit que nous étions tous solidaires avec lui et que nous souhaitions évidemment le revoir parmi nous le plus rapidement possible. En tout cas, il m'a dit lui-même qu'il allait mieux et qu'il avait besoin de se reposer. Évidemment, c'est tout ce que nous voulons qu'il fasse, qu'il se repose. Voilà. Quelques mots concernant Lucien.
Sur les questions d'urbanisme, il s'agit, compte tenu de la dimension de notre projet sur l'écoquartier de l'Ermitage et de la nouvelle loi sur l'eau, de faire une demande d'autorisation concernant évidemment ce projet, compte tenu, je l'ai dit, de la superficie du projet et de la proximité de la rivière. La commission urbanisme s'est réunie il y a 1 heure de cela pour évoquer le sujet, et sur la base d'une étude assez complète qui a été réalisée par le bureau d'études dont j'ai oublié le nom, Cyrus, voilà, qui nous a remis évidemment un dossier complet et qui fait suite aussi à l'enquête publique qui a été diligentée dans ce domaine. La commission a été informée évidemment de l'ensemble des contingences liées à la réalisation de ce site, évidemment aux nécessaires préconisations qui nous ont été adressées, qui pour large partie d'entre elles, relèvent de pratiques communément admises ici, sur l'ensemble du territoire communal, que nous allons évidemment pousser même au-delà des préconisations qui sont ainsi soumises, que ce soit évidemment sur l'intervention de nos services ou sur le suivi des travaux eux-mêmes qui peuvent générer bien entendu des pollutions même provisoirement. Donc, un certain nombre de préconisations ont été indiquées. Elles seront toutes scrupuleusement respectées, voire sans doute dépassées en termes d'exigence. Le fait que nous puissions évidemment intégrer une large partie de ces préconisations dans le cahier des charges de l'appel d'offres qui va précéder les travaux que nous aurons à réaliser, voire même qui participera au règlement d'intervention sur le site en direction des privés qui auront eux-mêmes à diligenter des travaux, fait que nous disposerons là d'un moyen extrêmement fort qui nous permettra pas simplement d'inciter, mais de vérifier, d'exiger et de contrôler la réalité du respect des préconisations ainsi affichées. Donc, la commission s'est exprimée à la majorité moins une opposition. Je soumets donc aux voix cet avis, cette demande d'autorisation concernant ce projet d'écoquartier. Monsieur Sarr. Bien. Il y a dans ce projet, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux le dire devant l'ensemble du Conseil, des propositions extrêmement intéressantes, notamment certaines qui ne sont pas encore faites sur le territoire de la ville de Geoff, l'utilisation de glyphosate étant constante sur le territoire de Geoff, puisqu'il y a eu une commande récente de glyphosate. Mais ces choses très intéressantes, malheureusement, s'adressent à un projet qui est un projet de soi-disant écoquartier. Cet écoquartier n'a d'éco que le nom. Je l'ai développé, je ne vais pas le développer ici, ce serait trop long. Je l'ai développé. Ceux qui souhaitent connaître l'argumentaire et m'opposer des arguments solides, construits, bâtis à l'encontre de mes propres arguments, bien entendu, peuvent le faire. Je rappelle quand même que lorsque j'ai développé des arguments écologiques à une époque où on me prenait pour un extraterrestre en 1976, 30 ans après, les mêmes personnes qui s'y opposaient me disaient que j'avais raison 30 ans avant. Alors bon, peut-être ai-je raison maintenant 30 ans trop tôt. En tout cas, ces choses intéressantes qui nous sont proposées ici s'adressent à un soi-disant écoquartier tout à fait donc inintéressant économiquement et écologiquement. Économiquement, je peux donc le développer aussi, je l'ai déjà développé. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous opposons à cette demande inutile pour un projet inutile et même dangereux. Monsieur Ferrand. En fait, j'aimerais savoir si cette demande d'autorisation concerne également les risques d'inondation sur le terrain. C'est une zone non inondable. Donc, c'est simplement pour la mise en place de conduites pour l'aménagement futur. C'est toute une série de préconisations qui visent à gérer la période de travaux de telle sorte qu'on évite évidemment tout risque de pollution.
nettoyage ou intervention excessive sur un véhicule, par exemple, perte d'essence, d'huile, enfin bon, tout ce qui peut arriver sur un chantier, sur l'usage à terme, évidemment, des eaux pluviales, mais là c'est le syndicat Orne-Aval qui intervient, évidemment, de belle manière. Oui, tout à fait. J'ai encore un point, donc la mairie va encore investir de l'argent pour un tiers sur ce point. Est-ce qu'il y a une somme d'argent qui va être débloquée pour ces autorisations, après pour la mise en place de ces conduites, de tout ce système, on va dire, d'alimentation en eau, pour un tiers qui est le PFL? Pour un tiers, c'est-à-dire, M. Furlan, le propriétaire du terrain est bien le PFL. Oui, non. Le PFL est propriétaire. Le PFL est un établissement de portage foncier. À la demande de la ville, il est intervenu. Oui, non, mais ça. Non, mais je veux dire que c'est à la demande de la ville que le PF est propriétaire. Il s'agissait à l'époque de faire en sorte que ce soit la puissance publique qui dispose de la maîtrise du site. C'était un enjeu essentiel pour nous. Puisque, bon, nonobstant ce que j'entends, on est fâché avec la pendule, 30 ans en arrière, 30 ans en avant, on ne sait plus où on est, mais ça, ce n'est pas surprenant. Il faudrait pas effectivement avoir 60 ans de retard. Mais cela dit, parce que vraiment, je veux pas aller au-delà, c'est sans intérêt. Cela dit sur ce que vous dites, donc le PF intervient et réussit, après que le conseil municipal ait pris des dispositions drastiques, a réussi à faire que Europipe, l'ancien propriétaire, accepte enfin de céder le terrain. Le PF intervient, rachète le terrain à notre demande sur la base d'un projet. Si le projet n'avait pas existé, le PF ne se serait pas engagé. Donc le PF aujourd'hui est propriétaire dans le cadre d'une convention qui prévoit, la convention d'ores et déjà prévoit la cession du terrain par le PF à la ville. Donc c'est vraiment une propriété transitoire. On ne peut pas considérer, j'explique tout ça, je rappelle tout cela, pour dire qu'on ne peut pas considérer le PF comme un tiers. Ce serait un peu excessif, d'autant que le PF, en intervenant, mobilise aussi des finances publiques importants et qu'il contribue par son action à réduire considérablement le coût de cession du foncier, puisqu'il va prendre en large partie en charge les travaux de dépollution. Donc, on ne peut pas, tout cela pour dire que le PF ne peut pas être simplement vécu ou établi comme étant un tiers. C'est beaucoup plus que cela. C'est un partenaire essentiel pas seulement de notre ville, de l'ensemble des collectivités locales de Lorraine. Non, il s'agit pas. Non, j'aimerais savoir si. Je pense, M. Florent, si je me trompe pas, qu'il y a confusion sur ce dont on parle là. Vous parlez-vous aujourd'hui de l'aménagement du site au niveau de... Non. Est-ce que cette autorisation va faire débloquer de l'argent de la part de la mairie pour ce terrain? Elle est là ma question en fait. On va dire que je me projette plus loin. Ouais. Donc est-ce que cette autorisation va engendrer... C'est une étude qui va déterminer les risques pour l'environnement et l'eau sur ce terrain-là, dans l'objectif d'aménager en écoquartier. Donc quels sont les risques et comment on doit l'aménager pour que ce soit un écoquartier. Mais si je comprends bien la question, c'est... En aucun cas on investit sur le terrain. Il ne s'agit pas d'investir. Il s'agit de donner le cadre dans lequel devront être exécutés les chantiers. Ok, parfait. Ouais, j'ai eu la réponse. Ah bon, voilà. D'accord. Oui, juste une précision économique, mais petite, enfin pas longue en tout cas. Actuellement, sur Jeuf, il est extrêmement difficile de vendre des biens immobiliers. Les acheteurs sont loin de se bousculer, pas seulement pour des raisons économiques, puisque ailleurs il y a une baisse effectivement, mais elle n'est pas aussi sensible qu'à Jeuf. On le voit bien puisque certains biens immobiliers sont actuellement en vente à des prix absolument dérisoires, des biens qui sont en bon état cependant, et sont à vendre de façon très difficile et à des prix, comme je viens de le dire, dérisoires.
des prix qui, pour des appartements, sont de l'ordre de 35 000 euros. C'est même 20 000 pour un cas particulier. Donc il y a là quelque chose d'inquiétant à vouloir chercher une clientèle qui maintenant ne veut pas venir à Jeuf. Il nous semble qu'il est beaucoup plus important, avant d'entreprendre quoi que ce soit de cette nature, de s'intéresser et de s'attacher résolument avec des moyens innovants au foncier actuellement en délaissement sur Jeuf, foncier qui est extrêmement important en volume. Il y a là quelque chose qui honorerait la municipalité de Jeuf à s'occuper de cela, à faire exemple, pas seulement dans le département, mais même ailleurs. Une action résolue est à mener dans ce domaine. Monsieur Savard, ce discours-là, vous l'avez développé en long et en large depuis de nombreux mois pendant votre campagne, et le dénigrement de la ville de Jeuf, vous êtes un des auteurs. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si. Vous ne pouvez pas mettre deux projets en opposition. Nous travaillons sur la résorption des logements vacants et nous allons revenir, nous, avec des propositions pour travailler sur la résorption des logements vacants. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous faites l'amalgame des choses. Alors, si vous permettez, sur ce sujet rapidement, mais je vous propose que ensuite on se prononce sur cette demande d'autorisation, puisque c'est cela qui est à l'ordre du jour et pas autre chose. J'ai participé récemment à l'atelier national portant sur les zones exposées au risque et évidemment pour réfléchir aux modalités permettant leur développement. D'ailleurs, cet atelier s'est tenu sur le territoire de notre ville, ce qui est un signe tout à fait intéressant à relever. Et ce n'est pas la première fois que cet atelier national travaille sur ces questions-là, sur les vallées de la Fensch et de l'Orne. C'est un travail intéressant puisqu'il va générer des modes d'intervention et une réflexion, une posture de la part de l'État qui est nouvelle, puisque l'État n'est plus là sur une approche visant soit à sécuriser, soit à prévenir tout risque financier pour lui, mais bien à imaginer les conditions dans lesquelles ces zones exposées à des risques potentiels puissent envisager sereinement leur développement. C'est totalement nouveau pour l'État et ça pose d'ailleurs, entre autres aspects, la question de l'évolution des PPRM, les plans de prévention pour les risques miniers, au sujet desquels nous sommes d'ailleurs sollicités par les services de l'État, puisque je suis, vous l'imaginez bien, intervenu très fortement dans le cadre de cet atelier national pour faire des propositions très précises. Et j'ai aussi à évoquer à ce moment-là un dispositif que nous sommes en train d'envisager et que nous avons nous-mêmes évoqué dans le cadre de la campagne électorale, mais qui consiste à faire que ce soit la ville entière qui soit engagée de manière forte dans la mutation énergétique et écologique. Et nous avons imaginé un dispositif très original qui a parlé incontestablement aux partenaires là rassemblés, puisque nous avons depuis participé, en tout cas nous sollicitons le préfet de Meurthe-et-Moselle sur un appel de manifestation d'idées, de projets, c'est le cas chez nous, qui vise au traitement de l'habitat existant, avec des modalités techniques, d'ingénierie, de financement, qui n'ont rien à voir avec ce qui existe nulle part ailleurs et jusqu'à présent. Donc voilà, j'aurai évidemment l'occasion, en temps et en heure, de revenir devant la commission responsable et devant le conseil municipal pour faire des propositions, mais simplement ce n'est pas nouveau sur notre ville. Nous sommes à la pointe de la réflexion dans ces domaines, c'est incontestable. Il faut ne pas avoir une vision exacte de notre ville pour imaginer que nous soyons évidemment éloignés de ce sujet. C'est exactement l'inverse dont il est question. C'est pour ça que nous apparaissons dans des ateliers nationaux de cette importance, c'est pour ça que nous sommes écoutés, c'est pour ça que nous avons aussi l'oreille du préfet de Meurthe-et-Moselle. Excusez du peu.
Mais j'aurai l'occasion, évidemment, de revenir sur tous ces sujets plus tard. Mais il y a cohérence à faire évoluer toute la ville et à envisager un écoquartier qui sera une référence dans notre territoire, quelle qu'en soit évidemment l'attitude d'un certain nombre de velléitaires sur le sujet, mais notre population s'est à ce propos là aussi largement manifestée et positivement manifestée. Bien, quel est donc l'avis du conseil municipal sur cette demande d'autorisation qui est contre? 2 voix. Alors, parce que moi je compte les mains qui se lèvent, et vous avez levé que la vôtre, donc j'avais la faiblesse de penser que vous ne vous exprimiez pas pour les autres. Et puis, Monsieur Thibault, ça me permet, je voulais pas le faire par respect pour vous, mais enfin, en même temps, on apprend toutes les minutes et tous les jours. Mais il est assez aberrant de vouloir revendiquer avoir 2 pouvoirs. Ça n'existe pas. Monsieur Thibault, je sais que vous avez l'intention toujours d'avoir plus de pouvoir qu'il ne vous est permis d'en avoir, mais là c'est le cas. Donc vous n'avez qu'un pouvoir, celui que j'ai évoqué en ouvrant cette séance, et pas 2. Donc je ne vois ici que 3 votes contre, pas 4 ou plus. Bien. Abstention. Majorité moins 3 oppositions. Merci. Sur la coopération intercommunale, alors, délibération plus que traditionnelle sur ce sujet, puisqu'il nous est demandé d'accepter l'adhésion des communes de Fresnoy-la-Montagne et de Boismont, aussi vu la fourrière du Joli-Bois. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Oui, M. Furlan, je vous en prie. Voilà, la structure de la fourrière, elle est quand même assez petite, et le territoire, il est quand même assez éclaté pour une seule fourrière du coin. Je me demande où ils vont mettre les animaux au fur et à mesure. Ça devient étriqué, quoi. Ça devient compliqué pour cette fourrière. Donc, j'ai pas d'opposition au fait que d'autres villes viennent se mettre dedans, mais je pense que il faudra réfléchir à un autre système peut-être plus approprié. Gérard Lins. La fourrière, ça a délibéré. Moi, je suis vice-président donc au sein de la fourrière. Et si on a délibéré favorablement, c'est parce que on n'est pas sous-capacitaire par rapport aux besoins. Donc il y a une chatterie qui devra être construite, parce qu'il y a qu'un problème, c'est sur les chats et pas pour les chiens. Donc il n'y a pas de souci, c'est un élément qu'on prend forcément en compte. S'il y a des questions. Merci. Donc sur ce sujet, donc il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Transfert eau potable de Moutier au syndicat Ornaval, son président, Lionel Gérard. Oui, donc là il s'agit de délibérer, d'accepter le transfert de la compétence eau de la ville de Moutier au syndicat Ornaval. Le syndicat Ornaval a donné cette faculté optionnelle de transfert de compétences eau. Jeuf et Aumécourt ont déjà pris cette option. Là, il s'agit de Moutier qui a délibéré il y a quelques semaines sur ce transfert de compétences. Et donc, le transfert de compétences aura lieu au 1er janvier de l'année prochaine. Je suppose le Soiron, vous avez vu les gros problèmes de fraude qu'il y a eu, vous avez vu là dans le journal de ce matin, le Républicain Lorrain, 2,1 millions d'euros qui semblent avoir disparu. Quelles sont les procédures de contrôle que vous allez mettre en place pour éviter cette situation catastrophique? Je crois que c'est un maire du Front National de Gauche, M. Mercier, aussi, donc peut-être que c'est la même chose. Le Front National, vous voulez parler de quelque chose que vous connaissez? Front National de Gauche. Parce que ça n'existe pas, le Front National de Gauche. Moi, je connais les deux, Front National de Gauche, Front National de droite, les deux. Ben, ça n'existe pas. Alors, écoutez, pour moi, vu l'attitude, je pensais que ça existait. Révisez vos classiques. Vous faites peut-être référence
à quelque chose que vous connaissez bien, c'est le Front National, mais là, le Front de gauche, c'est pas cela. Et par ailleurs, révisez aussi vos références, parce que M. Mercier, l'ancien président, n'a jamais été ni de près ni de loin proche du Front de gauche. Mais enfin bon, mais encore une fois, décidément, il y a des soirées comme ça qui sont très instructives. Sur le reste, d'abord, le Soiron concerne les villes membres du Soiron. Et donc, ce n'est pas notre affaire, et je ne me permettrai pas, et je ne souhaite pas, que notre conseil municipal s'immisce dans des affaires qui ne sont pas les siennes. Et donc, nous n'avons pas connaissance des tenants et des aboutissants de ce qui a pu se produire au sein du Soiron. Ce que je note, c'est que le syndicat Ornaval se développe, déploie ses activités. Il était syndicat d'assainissement, il prend la compétence eau, il le fait de manière suffisamment exemplaire pour que les villes, petit à petit, voisines, s'intéressent, s'interrogent et décident justement de s'offrir cette faculté. Donc je m'en réjouis. Et il est évident qu'il revient aux élus, là où ils se trouvent, quelle que soit leur responsabilité, d'exercer les contrôles nécessaires. Ils sont là pour cela, nonobstant le fait évidemment que l'État et d'autres structures disposent aussi de ces moyens. Mais voilà, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Le Soiron ne relève pas de la responsabilité de cette ville. Et donc, je veillerai à ce que les uns et les autres soient respectés. Bien, sur le sujet dont il était question, il faut délibérer effectivement sur le transfert de compétences eau potable de la ville de Moutier. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. C'est aussi une autre manière de dire bravo au syndicat Ornaval et à son président. Ensuite, nous revenons à la commission des finances et à sa constitution. La dernière fois, il était souhaité qu'un membre de la liste Jeuf Notre Ville soit membre de cette commission. La proposition qui était faite n'était pas compatible avec les principes qui avaient été établis et exposés par mes soins à l'occasion de la constitution de ces commissions. Donc je souhaite simplement qu'il y ait proposition d'une candidature. Devant moi, journal officiel AN 23 janvier 2007, numéro 108-766, complété par un JO du Sénat. L'application par un conseil municipal d'un mode de scrutin qui aurait pour effet, sinon pour objet d'exclure une liste minoritaire des commissions municipales, mais connaîtrait le principe de la représentation proportionnelle qui doit garantir, au terme de la loi, l'exploration pluraliste des élus. Donc nous maintenons M. Savard et nous n'envisageons pas d'autre solution. Si effectivement vous voulez aller contre la loi, monsieur, c'est votre problème qui justifierait Front National de gauche. Décidément, l'extrême droite se complaît en permanence à faire dans l'abus, dans l'excès, dans l'invective. Bon, c'est traditionnel. Alors, nous allons continuer, parce nous allons nous doter prochainement d'un règlement, et je signale d'ailleurs que toutes les commissions sont ouvertes aux oppositions, voire aux groupes, parce que je ne considère pas que tous les groupes ici présents soient membres de l'opposition. Donc, les groupes et votre groupe a pu et peut encore accéder à toutes les commissions, dans le cadre de règles qui s'imposent au sein de notre conseil municipal. Vous ne ferez pas ce que vous voudrez de ce conseil municipal, loin s'en faut. Et donc, si vous ne souhaitez pas proposer une autre candidature, je proposerai au conseil municipal de rejeter celle-là. Bien, je mets aux voix. Qui s'oppose? Et c'est moi qui organise les débats dans ce conseil municipal, et je pense que nous en avons parlé à toutes les séances. Il s'agit maintenant de procéder à l'élection d'un candidat ou pas. Vous faites acte de candidature, j'entends, très bien. Je mets... vous faites acte de candidature. Ce n'est pas ça. La liste que nous représentons propose comme membre de la commission des finances représentant cette liste Alain Savard, c'est-à-dire moi-même.
Et si la règle, soi-disant règle des 3 devait être appliquée, il y a ici une personne qui est dans 10 commissions, une autre personne qui est dans 7 commissions. Alors, où cette règle des 3 s'applique à chaque membre du conseil municipal, ou elle ne s'applique pas, cette soi-disant règle, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc, en l'absence de cette règle, il est de notoriété que la proposition de notre liste est une proposition nécessairement à prendre en considération. On ne va pas imposer à une liste, fût-elle d'opposition minoritaire, de choisir par la majorité la personne qui siégera. C'est quelque chose qui, au plan démocratique, est totalement aberrant. C'est complètement aberrant. Je signale d'ailleurs, entre parenthèses, qu'à la victoire de cette liste, si c'était le bac qui était passé, il n'y aurait pas eu mention. Alors qu'à Briey, il y a eu un succès. Là, c'est vrai, 75%, 15 sur 20 au bac, c'est un succès. Là, ici, évidemment, c'est suffisant pour être élu. C'est insuffisant pour imposer sa loi de la façon dont vous tentez là de l'imposer à une liste minoritaire. Bon, bien, allez, Monsieur Savard. Donc, si je comprends bien, pour résumer votre pensée puissante, vous n'êtes pas candidat, mais vous êtes candidat. Donc, c'est pour résumer votre pensée, c'est ça. Donc, le non-candidat qui est candidat à une candidature qui ne peut pas exister, évidemment, est confronté à un problème. Bon, chacun l'aura compris. C'est existentiel, ça. C'est puissant, vraiment c'est très puissant. Et sans doute votre référence au bac est importante aussi. Chacun l'aura saisi. Alors, il y a donc cette candidature. Je rappelle d'ailleurs que lorsque ce principe a été établi par mes soins devant le conseil municipal, ça n'a fait l'objet d'aucune réserve et d'aucune opposition à ce moment-là. Et lorsque nous nous sommes prononcés sur le sujet aussi, collectivement, d'autre part que, je le dis aussi, qu'un élu soit membre de cette commission, il l'est, parce que tout simplement, il est seul. Et donc, à ce titre, il ne m'appartient pas, et au-delà de ça, je ne voudrais pas en aucun cas l'empêcher de participer aux commissions auxquelles il souhaite être membre. S'il y avait eu plusieurs candidats élus à ses côtés, évidemment, il serait soumis à la même règle. Donc, le souci, c'est de permettre à tout le monde d'être présent de toutes les commissions, mais en même temps, en fonction de la place de chaque groupe, de l'être de telle sorte que nous puissions évidemment disposer d'une présence réelle, effective, dans ces commissions. C'était le vœu émis lorsque les commissions ont été installées. Ce sera repris dans le projet de règlement qui sera établi à l'occasion d'un prochain conseil municipal. Donc je note que le candidat qui ne l'est pas tout en l'étant, l'est toujours, et donc je vous propose de vous prononcer. Qui est pour cette candidature? 2 voix. À moins que vous ayez un problème, sinon vous me l'indiquez, si vous avez un problème. Bien, tant mieux, je l'espère pour vous. Donc ça fait 3 voix, d'accord. Qui s'abstient? Une abstention. Donc le Conseil rejette cette proposition et souhaite qu'il soit pourvu, évidemment, rapidement à cette présence. L'extrême droite nous quitte, c'est habituel, il faut évidemment toujours trouver à se manifester. Monsieur Savard, vous voudrez bien prendre 2 secondes pour me permettre de vous dire que vos diarrhées verbales, qui sont insignifiantes, malodorantes et répétitives, vous pouvez les faire ailleurs. Merci. Voilà. Diarrhée verbale. C'est un terme qui... Et en plus, si je peux me permettre, la connaissance historique est bien mieux. Enfin, voilà. Poutine est plus tsariste et l'autre ne l'est pas, quoi. Je dirais. Ça fait 2 fois qu'il nous la sort à toutes les sauces, ça devient insupportable. Bien, écoutez. Excusez de l'écart de langage. Mais, bon, encore une fois, les choses doivent se vivre sereinement, l'extrême droite est dans son rôle, ça ne surprendra personne. Bien, nous continuons, mais sans doute, ceci explique cela en réalité.
ceci explique cela, puisque nous allons maintenant examiner une motion de soutien à l'action de l'Association des maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État. Je rappelle que l'Association des maires de France rassemble pratiquement la totalité des villes de France et de Navarre, quelle que soit leur sensibilité. Et que le souci porte sur ces sommes. Il est question de 11 milliards d'euros de dotations subtilisées aux collectivités locales. Aujourd'hui, certaines voix parlent de 16-17 milliards. On ne sait plus où ça s'arrête. Au moment donc où on demande aux villes de prendre toujours plus, l'exemple le plus récent, c'est j'avais oublié de fermer ça. Voilà, c'est celui des rythmes scolaires, puisqu'il y a transfert financier, en plus d'un transfert de compétences et de responsabilités. Mais il y a d'autres exemples, la pause méridienne, les transports, il y a bien des exemples, le social en particulier, sur lesquels, évidemment, les villes auront à intervenir de plus en plus fortement. Et qu'en même temps, au moment où on nous demande de faire plus, on vient nous prendre dans la poche. Je vais parler d'un vol d'État, et je mesure mes termes, puisqu'encore une fois, la dotation, la DGF, s'appuie historiquement sur une ancienne fiscalité locale. C'est l'impôt sur les salaires, qui a été détourné de sa vocation première. La DGF est formée comme cela. Donc ce n'est pas simplement une dotation d'État, parce que tout simplement l'État, à un moment, se serait dit comment je vais aider les collectivités. Ce n'est pas cela. Ce sont des sommes et une fiscalité qui ont à voir avec la réalité locale. Donc, cette ponction risque bien d'engendrer sur toutes les collectivités des effets extrêmement dangereux, en particulier, je le rappelle, je l'ai déjà dit ici, mais ça peut avoir 3 effets. Et ici, sur notre ville, on a évalué entre 350 et 400 000 euros de ponction sur le budget communal. Rendez-vous compte, c'est considérable. La réduction des services. Parce que les prestations que nous offrons, les services que nous assurons en direction de notre population vont obligatoirement en souffrir. La diminution des postes. Et là aussi, lorsqu'on parle de création d'emplois, lorsqu'on nous dit il faut recruter et on crée les emplois d'avenir et d'autres dispositifs, en particulier les contrats uniques d'insertion, là aussi on nous conduit à réduire le nombre de postes. Et puis, évidemment, ça va réduire l'investissement. Je rappelle que les collectivités territoriales portent à elles seules plus de 70% de l'investissement en direction du BTP. C'est considérable. Le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, qui n'est pas de ma sensibilité, c'est le rapporteur du budget, c'est une députée, je ne sais pas si on dit rapportrice, enfin bon, la rapporteuse du budget, a évoqué le fait que ce dispositif est risqué de conduire à la disparition de 250 000 emplois. Ce n'est pas moi qui le dis, rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. C'est effrayant. C'est effrayant. Et évidemment, je n'évoque pas un dernier aspect, en fait je dis ça pour mieux l'évoquer, c'est la pression fiscale. L'État nous dit, nous n'allons pas augmenter la pression fiscale. On a vu ce que ça donnait cette année. Il parle de la diminuer, on verra. Mais en réalité, c'est particulièrement hypocrite, puisqu'on sait bien qu'en transférant des dépenses et en réduisant des recettes, on va obliger un très grand nombre de collectivités territoriales à augmenter la pression fiscale. Et donc, il y a là aussi délestage de la responsabilité sur les collectivités locales. Voilà, en quelques mots, je ne veux pas m'appesantir plus. Vous avez reçu le document de l'AMF. Ce n'est pas le mien. Le mien aurait été plus fort, sans doute, plus net. Mais c'est un document qui fait consensus au sein de l'AMF. C'est à ce titre qu'il est aussi intéressant et que pour ma part, je me rallie aux termes utilisés par cette motion. Voilà. Y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, je vais soumettre aux voix. Qui s'oppose à cette motion? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Alors,
Oui, c'est une bonne idée d'ouvrir un peu. Quelques informations, les affaires judiciaires en cours. Nous avons engagé plusieurs actions concernant évidemment les situations qui nous sont faites depuis de nombreuses années, compte tenu évidemment des risques auxquels nous sommes exposés. Nous avions engagé une action contre l'État avec objectif de faire reconnaître le préjudice qui est le nôtre dans le cadre en particulier d'un gel total de l'urbanisme depuis une douzaine d'années. La Cour administrative d'appel de Nancy a rendu le 12 juin 2004 un arrêt rejetant cette requête et confirmant la première décision de cette juridiction, la juridiction administrative. L'argument essentiellement utilisé d'ailleurs consistait à dire que ce n'était pas à l'État à se substituer pour porter les conséquences de ce préjudice. Et il y a une décision qui est, à mes yeux, assez cohérente, complémentaire, très intéressante, pas simplement pour Joffre, mais aussi pour toutes les villes exposées, évidemment, à ces phénomènes. C'est l'action que notre ville a engagée contre les sociétés exploitantes. C'est leur mine, essentiellement. Mais la Cour de cassation, qui est dans ce domaine quand même une haute juridiction, la Cour de cassation a cassé et annulé le 12 mars dernier l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy. Elle renvoie les parties devant la Cour d'appel de Metz. Et donc, c'est une décision pas simplement symbolique, compte tenu aussi de la nature de la juridiction qui se prononce concernant l'engagement de recours contre l'Ormine. C'est une très bonne nouvelle, évidemment. Nous allons continuer à alimenter cet important dossier. Je voulais vous donner ces indications. Il était normal que le conseil municipal en soit informé. Dans la phase d'information, je vous avais dit que je souhaitais vous donner quelques informations. Je vous indique que je vais décider, dans le cadre de crédits disponibles, évidemment, et prévus au sein de notre budget, nous allons continuer à veiller à l'équipement de notre ville en vidéosurveillance. Je ne sais plus où on en est, on doit être à 42 caméras posées sur le territoire de la ville. J'ai demandé au service de travailler rapidement à l'installation d'un système de vidéosurveillance sur le complexe sportif Platini, sur un certain nombre de bâtiments, d'équipements se trouvant sur ce complexe. Donc c'est une information que je vous donne. Je vais aussi équiper les abords du stade Sainte-Anne, pas tout à fait les abords, on est sur la gauche du stade Sainte-Anne, à proximité de la passerelle que nous avons réhabilitée il n'y a pas très longtemps, et qui va être aussi un élément constitutif du parcours de santé qui sera inauguré fin août. Nous allons installer quelques éléments de mobilier pour permettre, on a débroussaillé, on a nettoyé les abords de l'Orne à cet endroit-là. Nous allons équiper cet espace de quelques mobiliers urbains pour que les familles jouissiciennes qui le souhaitent puissent se rendre sur place et évidemment pique-niquer, si elles le souhaitent, sans évidemment accéder à l'Orne, puisque la qualité de l'eau, voire la non-surveillance des baignades éventuelles, ne permettent pas évidemment cet usage. Mais néanmoins, donc dans les prochaines semaines, nous allons équiper cet endroit pour en faire un endroit tout simplement sympathique où les familles pourront passer un petit peu de temps, si elles le souhaitent, et à l'occasion, lorsque... Comment s'appelle le jeune déjà ? Doriot. Je souhaiterais, je l'avais dit au moment de sa disparition brutale, cette idée m'avait été donnée par un jeune homme handicapé lourdement, qui est décédé. Plus que ça déjà. Non, plus que cela. Depuis 4-5 mois. C'est Maximilien Doriot. Et donc, je vous propose que cette occasion, lorsque les choses seront faites, nous puissions donner à cet espace le nom de Doriot, son nom. Donc, tout simplement parce que c'est lui qui était à l'origine, en tout cas pour ce qui me concerne, de l'idée ainsi avancée et qui va prochainement se concrétiser.
Et enfin, j'ai décidé d'augmenter la dotation financière qui doit nous permettre de traiter les pieds d'arbres avec un système que vous connaissez sur la place d'Hôtel de Ville, c'est-à-dire la pose de résine, qui fera que, évidemment, nos services n'auront plus à intervenir pour assurer la propreté de ces pieds d'arbres, avec une qualité de réalisation qui concourra à l'embellissement de la cité. Voilà les quelques informations que je voulais vous donner sur ces 3 sujets, mais j'ai 2 autres informations à vous donner. Une simple remarque, si je peux, ça va aller très vite. Notre ville est bien dotée en vidéosurveillance et heureusement ça nous a permis de temps en temps de surprendre quelques malfaisants. Il y en a qui, venant de l'extérieur, se permettent d'autres actes malveillants, d'accord. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'équiper notre ville, qui est une ville où les entrées sont restreintes, en vidéosurveillance? La maison médicale couvre les entrées-sorties de la rue de Franchepré. Il nous suffirait d'équiper le haut de l'hôtel de ville et le carrefour de l'ancien commissariat pour savoir qui rentre et qui sort chez nous la nuit. Il y a des éléments extérieurs qui peuvent passer. Ça pourrait être intéressant, me semble-t-il. Alors, nous, pour l'instant, notre équipement de vidéosurveillance concerne uniquement les équipements publics. Nous n'en sommes pas encore à procéder à la surveillance de la voirie publique, qui nécessite d'ailleurs des demandes d'autorisation un peu particulières, différentes de celles dont nous sommes dotés. Je n'ai pas, par principe, je n'ai pas, moi, d'opposition de principe à des dispositifs qui pourraient concourir à renforcer, évidemment, la sécurité sur la ville, qui est déjà forte et supérieure à ce que nous rencontrons dans un grand nombre d'autres villes, je le dis en passant, même si je ne suis jamais satisfait des résultats obtenus. En même temps, vous savez bien que mon objectif, c'est aussi de tenir ce point d'équilibre entre le respect des libertés individuelles qui ne serait pas bafoué avec ce qui est proposé à l'instant et le fait que nous garantissions le maximum de sécurité. Donc, à nous de trouver où se trouve le point d'équilibre. Donc, moi, je propose que ce type d'éventualité fasse l'objet de discussions au sein des commissions idoines, parce que ça mérite effectivement un échange entre nous pour voir ce qui est souhaitable. C'est toujours, voilà, c'est un débat intéressant en tout cas, moi qui ne m'effraie pas. Allons-y. Enfin moi c'est un peu particulier comme approche, savoir qui rentre et qui sort dans la ville, je trouve ça un peu fort quand même. Donc le débat il faudra vraiment qu'on l'ait parce que j'en suis complètement d'accord. Ça me choque un petit peu quand même. Moi je rentre et je sors de la ville plein de fois, je rentre et je sors de la ville la nuit, ça me dérange pas, absolument pas, à savoir que ces bandes-là ne peuvent être utilisées que avec un officier de police judiciaire. Donc, c'est uniquement s'il y a dégâts, délits ou quelque chose que ces bandes-là seront visionnées par quelqu'un qui aura autorité pour le faire. D'accord ? Je ne pense pas que là, il s'agit d'une violation de la vie privée. Je ne le considère pas comme ça, en tout cas. Il faudra mettre des garde-fous, quand même. Mais je vous propose... Ouais. Bon, sincèrement, moi, c'est pas... Autant, sur les questions, ce que je viens de vous dire... Je le fais sans qu'il y ait débat entre nous, c'est une décision que je prends. Parce que nous sommes sur la couverture d'équipements et que cela relève de la démarche que la ville continue à mettre en œuvre et que ça ne pose pas de problème pour personne. Autant cette question-là appelle un échange et un débat. Donc il aura lieu, c'est pas là l'occasion, je vais vous donner simplement l'information de ce qui va être réalisé dans les prochains mois. D'autre part, alors, la commission de révision des listes électorales, une information aussi, puisque c'est le maire qui va désigner les membres de cette commission. Il y aura 5 délégués, c'est ça, plus 6 délégués, parce qu'il y a 6 bureaux. 7, parce qu'il y a la liste 6, générale, 7 en tout. Oui. 5 sont déjà... Donc ça, voilà, c'est ça. J'avais du mal à me retrouver là. On est à 5, 6, 7 en tout, oui, puisqu'il y a 6 bureaux plus un délégué pour la liste générale. Sur cette liste,
j'ai la possibilité de les désigner en direct. Il n'y a pas d'obligation d'assurer la représentativité au sein de cette commission. J'ai décidé qu'il y aura représentativité. Sur la base d'une commission à 7, ça voudrait dire 6 plus 1. 6 de la majorité, 1 du groupe d'extrême droite. Je pense que ce n'est pas suffisant. Donc j'ai pris la décision de réduire la part de notre groupe pour ouvrir à un siège pour l'un des 2 élus non inscrits. Donc à vous de me dire, je n'irai pas plus loin, parce que ça, encore une fois, cette commission pouvait ne pas être ouverte, je l'ouvre. Sur la base de la représentativité, elle n'était ouverte qu'à la liste d'extrême droite. Et là, je décide de réduire notre représentativité à nouveau pour laisser une place. Donc, conviendrait que l'effort est suffisamment significatif pour ne pas que j'aille au-delà. Donc, vous consulterez et vous me direz qui souhaite être membre de cette commission de révision des listes électorales. Vous me le direz après coup, c'est pas, puisque je vais le désigner, c'est pas une décision du conseil municipal. Mais il était utile que vous ayez la formation. Comment ? Il faut qu'on réponde au préfet avant le 11 août. Oui, on me souffle à l'oreille que je dois répondre au préfet avant le 11 août. Donc n'attendez pas le 10 pour me dire quoi. Voilà. Enfin, dernière information. J'avais été informé, je sais plus, au mois de fin juin, fin mai, d'une lettre envoyée par Monsieur Diazio au préfet de Meurthe-et-Moselle, sur lequel il faisait un certain nombre de remarques sur les modalités de constitution des commissions municipales en particulier. C'est assez étonnant, puisqu'à l'époque, M. Diazio n'était pas conseiller municipal. Bon, sans doute a-t-il réagi aux ordres et qu'il a été mis dans l'obligation de signer cette missive. Le préfet m'a fait part, évidemment, m'a envoyé, comme c'est normal, copie de ce courrier, en me demandant, évidemment, de lui donner quelques indications, ce que j'ai fait, bien entendu. Et donc, j'ai reçu copie de la réponse de monsieur le préfet, que je vous lis. Donc, il répond à monsieur Diazio. Monsieur, par lettre du 6 mai 14, vous attirez mon attention sur les conditions dans lesquelles le conseil municipal de Geoff a élu ses délégués communaux et formé ses commissions en sa séance de 8 avril 2014. Des renseignements apportés par le maire, le conseil municipal a accepté en début de séance, à la majorité, de procéder à un vote à main levée. C'était d'ailleurs à l'unanimité, me semble-t-il. Pas à la majorité, mais enfin, pas grave, ça change rien. De procéder à un vote à main levée sur les questions qui lui seraient soumises, et les représentants de la commune de Geoff dans les syndicats intercommunaux dont elle fait partie ont été désignés à l'unanimité moins une voix. Par ailleurs, la loi ne prévoit pas de représentation proportionnelle des délégués syndicaux. S'agissant des commissions municipales, le vote a été effectué en appliquant le mode de représentation proportionnelle au plus fort reste. Les délibérations n'appellent donc pas de ma part d'observation au titre du contrôle de légalité. Voilà. On a parlé à plusieurs reprises d'incompétence, décidément. Bien. Voilà, les choses devaient être dites. Elles le sont comme d'habitude. Enfin, vous avez eu information des décisions que j'ai eu à prendre depuis le dernier conseil municipal et des DIA, déclarations d'intention d'aliéner. Donc je n'épilogue pas dessus. Je vais laisser pour quelques instants, rapidement, la parole à Pascal Frangiamort, qui a quelques commentaires à faire suite à un événement récent. C'est bon ? Allô ? Oui ? Oui, on va parler de cette journée du 28 juin, cette soirée tant attendue, la 2e édition du Kavesic Park. Ce jour de pas de chance, où il a plu, où la température est descendue à 13, bref, ça commençait mal. Lorsque le soleil a entendu la fraîcheur de Miss Marple commencer le show, une brève éclaircie est apparue juste pour elle, car ce fut la première et la dernière que l'on ait vue cet après-midi-là. Le grain de voix de Mucha, ainsi que l'accompagnement de son frère à la batterie, ont donné des frissons au public. Je vous raconte cette journée. Même notre animateur, sous le pseudo de Jack Ryan, nous a agréablement surpris par ses 3 prestations, et nous sommes pressés de l'écouter avec son groupe, qui sait, peut-être pour la 3e édition du Kavesic Park.
Le groupe More and Too Fast a été extraordinaire. Leur reprise de monstres du rock comme les Doors, les Stones, Jimi Hendrix et d'autres ont été hallucinantes, de vraies bêtes de scène. Il pleuvait fortement à ce moment-là, personne devant la scène. Le public courageux s'était abrité sous la buvette et le barnum dirigé vers la scène. Nous étions tous figés à regarder José le chanteur et ses 3 acolytes. Ils ont tout donné comme s'ils étaient devant des milliers de personnes, un peu comme à Woodstock. Des images qui resteront gravées dans nos mémoires. Panthère déchirée arrive, un groupe de grunge qui compose ces morceaux, ça ressemble à du Nirvana à la française. Une pluie fine s'installe, mais le public avance devant la scène et ne la quittera plus. Geoffrey, pour le dernier morceau, explose sa basse sur scène, les fans adorent. Sang d'encre enchaîne avec des compositions de rock français. Les groupies qui n'ont pas peur d'être trempées dansent devant eux. Les filles sont collées à la scène, subjuguées par leur charme. C'est au tour de David NKN. Son physique atypique intrigue. Seul avec sa guitare, il envoûte et conquit le public avec ses reprises étonnantes de Rihanna, Eurythmics, les Jackson 5 et Prince. Pour terminer, Restless, un groupe de métal a fait trembler le site. L'assistance dansant avec de la boue jusqu'aux genoux était en transe. Même la police était là à battre la mesure. Quel talent, mais quel talent! Vous nous avez offert un spectacle de qualité digne des plus grands, inoubliables soirées. Un grand merci aux associations, le comité de quartier Grand Rue et la FCPE pour leur courage d'être venus et surtout d'être restés. Merci à tous ces artistes pour leur générosité, leur gentillesse. Les groupes savent qu'ils peuvent compter sur la municipalité et c'est réciproque. Côté organisation, aucune faille. Merci au personnel des services techniques pour leur sérieux et leur professionnalisme, sans oublier Madi, mon aide précieuse. Merci à Benjamin, notre monsieur loyal du Cavasic Park, notre référent de la Cavasic. Il bouillonne d'idées et ne se repose jamais. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons encore réaliser cet événement avec la même dynamique et la même confiance, afin d'amplifier cette manifestation, voire d'autres projets. Alors au début, je disais que c'était une journée de pas de chance. Erreur, c'était une journée de chance pour tous ceux qui étaient là et qui diront que c'était géantissime. Merci. Il n'est pas commun, vous en conviendrez, que devant un conseil municipal, solennellement assemblé, nous ayons la narration aussi détaillée et aussi relevée d'un événement musical qui a lieu sur notre ville et qui s'adresse en particulier à la jeunesse. C'est en cela d'ailleurs que c'est intéressant, c'est pour cela que nous soutenons cette initiative et c'est pour cela aussi que nous allons continuer à travailler sur cette voie, même si nous avons évidemment ensemble à rechercher les modalités qui permettent qu'un tel événement suscite l'adhésion large qu'il mérite. Merci à Pascal de cette passion et de cette façon qu'elle a de défendre les jeunes en général et les musiciens en particulier. Mais j'ai plaisir aussi à demander à Benjamin Franquin, qui est présent au fond de la salle, de s'approcher un peu. C'est assez rare de ma part de donner la parole au public, mais j'apprécie personnellement le travail que Benjamin Franquin réalise, en particulier sur la Cavasic. Et donc, il a joué un rôle effectivement d'impulsion important pour cette opération. Donc, s'il veut bien s'approcher, Benjamin, venez à côté, viens plutôt, parce que on se tutoie dans la vie, donc il n'y a pas de raison que je fasse autrement. Approche de Pascal, parce que sinon tu tournes le dos à la petite caméra qu'il y a là-bas. Et si tu souhaitais, je crois, nous dire quelques mots, je t'en donne la possibilité. Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup de me donner cette possibilité de m'exprimer. Tout d'abord, que de mots doux pour les oreilles. Merci Pascal, merci Monsieur le maire. Et bon, c'est avec une émotion certaine que je vous parle ce soir. Je suis
un petit peu tout fou, c'est pire qu'au Kawasaki Park. Et donc je vous ai prévu ces quelques mots. Le 19 mai 2012, le festival Première Scène illuminait le complexe Platini ainsi que la Kawasaki. Il illustrait notre volonté de donner une plus large place à l'émergence des talents locaux. Ce concert, depuis 3 ans, est donc le moment où les artistes de la Kawasaki s'offrent autrement et surtout au public et surtout aux Joviciens. Je dis autrement que par un bourdonnement de guitare et de batterie émanant des sous-sols de la médiathèque jusque tard dans la nuit, et ce même en semaine. Cette soirée nous permet de mettre en avant le travail des groupes qui ne se ménagent pas depuis des mois pour cet événement qui fédère les énergies et à laquelle l'adhésion du public est indispensable. Acteurs et spectateurs contribuons ainsi, et telle était notre ambition, à animer la vie. Pour conclure, je veux en quelques mots saluer et remercier tous les artistes et artisans de cette grande aventure pour leur implication et leur professionnalisme, remercier les associations, les techniciens, mais surtout la ville de Jeuve pour sa confiance et sa contribution, et qui font depuis 3 ans le succès grandissant de cette manifestation. Alors, je voulais dire un grand merci, et les mots d'un moustachu célèbre qui disait « Show must go on ». Voilà. Merci. La séance est ainsi levée, mais je vous demande de ne pas quitter la salle, puisque nous allons, si vous en êtes d'accord, maintenant assister toutes et tous à un événement tout assez important et positif. Je salue et je demande à mon ami Marc Foury, le président du basket, de s'approcher, puisque nous allons co-signer la convention qui règle les conditions évidemment d'implication du club de Jeuve-Faumécourt Basket et de la ville. Vous savez que nous avons rehaussé conséquemment notre participation et notre financement à ce club, marquant ainsi évidemment notre fort soutien à un club qui à tous égards le mérite, en raison évidemment de ses résultats remarquables qui font que nous sommes aujourd'hui en National 2 et évidemment les efforts constants qu'il assure en direction de la formation des jeunes. Donc, je souhaitais faire qu'à l'occasion de cette séance de notre conseil, nous puissions évidemment assurer la signature de cette convention. Marc, c'est tout le conseil municipal réuni, les amis assemblés au fond, qui du coup constituent le public devant lequel nous allons procéder à la signature. Tu veux dire quelques mots ? Okay. Moi, avant tout, avant de signer cette convention, je suis très heureux que la municipalité nous suive dans cette, comment on va dire, dans cette montée sur la Nationale 2. Je peux vous dire que le club a fait une très très belle année, tout dans son ensemble, que ce soit des jeunes ou l'équipe première. Mais pour nous, c'est quelque chose de fantastique de retrouver la Nationale 2 au bout de 7 ans. Et on est très très heureux que vous nous fassiez confiance. Et je crois qu'on va bien vous représenter la ville. Et je voulais vous remercier d'avoir voté cette subvention, qui pour nous est une chose très très importante au niveau financier. Et vous savez que la Nationale 2, ça commence à devenir, je ne sais pas si vous avez eu des échos, ça commence à devenir du professionnel, du semi-professionnel. Et Monsieur le maire, moi je voulais te remercier parce que franchement, ça va être une bonne finance pour nous. On sera encore le club le plus petit de la Nationale 2, mais je peux vous assurer que toutes les finances qui peuvent nous arriver seront les bienvenues. Et en particulier celle-ci, c'est que Monsieur le maire nous fait bien confiance et je pense qu'on a démontré l'image de la ville et on la porte aussi l'image de notre ville. Et on est très très fiers de le faire parce qu'on parle de partout de Jeuve. Voilà, je voulais vous dire bravo et merci. David n'a-t-il pas terrassé Goliath ? Ouais, espérons. Nous l'avons fait en accédant à National 2, que les équipes présentes en National 2 se l'entendent pour dire, ce ne sera pas facile de gérer David, je veux dire. Hein, parce qu'ils sont exposés au risque maximum avec notre arrivée. Et le Costa Rica est arrivé en quart de finale, c'est un tout petit peu. Voilà. C'est tout à fait vrai. C'est aussi l'occasion pour moi de dire au conseil municipal et au public présent que, évidemment, le club, par l'intermédiaire de Marc, et la ville, par mon intermédiaire,
nous sommes en train de nous mobiliser pour faire en sorte que soit organisé le sponsoring le plus large. Évidemment, il y a l'implication de la puissance publique, il y a aussi l'implication souhaitée, organisée des partenaires privés. Donc nous sommes en train d'agir, de travailler dans ce sens. Là aussi, je voulais te remercier. Bien, allez, procédons. Marc. En principe, en signant, on regarde les photographes. Voilà, c'est toujours mieux. Oui, on dirait des mariés, hein. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait en plus. Voilà. Merci. Très très bonnes vacances à toutes et à tous. Je crois que tout le monde le mérite. Génial.